œuvres sont presque bouclées. Le grand journal à suivre les actualités internationales. Nous irons notamment en Côte d'Ivoire. Réaction du PDCI au lendemain de la radiation de Tidjane Thiam, le président de cette formation politique de l'opposition des listes électorales. Le PDCI se dit scandalisé et dénonce une stratégie savamment orchestrée par le régime d'Alassane Ouattara. Il demande aux militants de rester mobilisés. La lutte aura lieu. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba à la une, l'affaire du fonds Force Covid-19 avec l'Assemblée nationale qui entre en jeu. Point de vue, faut-il une nouvelle politique du livre au Sénégal? Le prétexte, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée ce 23 avril. Kaderlo Abdul Khadr est à la technique. Bienvenue à tous. Ce mercredi marque le 8e jour de l'opération de sécurisation lancée par l'armée en Casamance suite à la disparition d'un de ses éléments lors d'un accrochage avec des groupes armés dans la zone des Palmiers. Mais les recherches intensives menées sur le terrain n'ont encore rien donné. Le militaire en question est toujours introuvable. Selon les informations recueillies dans la zone, les opérations connaissent une nouvelle phase d'intensification. Le dispositif aérien de l'armée a repris service avec plusieurs rotations. Information de Lamine-Ba. Nous restons dans la zone à Ziguinchor. Ziguinchor qui est sous haute surveillance policière ce matin au lendemain de la manifestation des transporteurs qui ont à l'occasion caillassé un bus de Machallah Transport. Ceinture de sécurité autour du rond-point Aline Sitoé Diatta et aux alentours de la gare routière. De leur côté, les transporteurs maintiennent leur mot d'ordre de boycott de toutes leurs activités de transport jusqu'à nouvel ordre. Ils exigent par la même occasion la libération de leurs 7 camarades arrêtés par la police. Lamine Ba. Le rond-point Aline Sitoé Diatta, principal point d'accès à la gare routière, est sous haute surveillance ce mercredi matin. Les autorités ont interdit tout rassemblement de plus de 3 personnes. Sur place, un impressionnant dispositif policier équipé de matériel anti-émeute a été déployé pour dissuader toute tentative d'attroupement. Les transporteurs, eux, ne désarment pas. On n'est pas violents. Nous ne sommes pas violents, nous n'avons pas dégradé de biens publics. Maintenant que la police se déploie en nombre impressionnant, elle ne fait que son travail. Mais nous réitérons que nous sommes victimes d'une injustice. On ne peut pas accepter qu'il y ait 2 gares routières dans la commune de Ziguinchor. Si elle veut s'impliquer dans le transport, qu'elle amène les bus à l'intérieur de la gare routière. C'est ça la norme. Le mot d'ordre est maintenu malgré les difficultés qu'il engendre pour les usagers, affirme Ousmane Thiam, vice-président chargé de la commission de la supervision générale et porte-parole du bureau de la gare routière. Nous poursuivons le mot d'ordre de grève en dépit des désagréments que cela engendre chez les usagers. On en est conscient, mais c'est le seul moyen de pression dont nous disposons pour que les autorités acceptent de nous convier tous sur une même table afin qu'on échange sur ce problème. Les collègues de Papis Touré exigent dans la foulée la libération des 7 transporteurs arrêtés lors des manifestations de la veille. Nous avons des camarades qui ont été arrêtés hier dans le cadre des manifestations. Ce que nous demandons, c'est leur libération immédiate. Dans une logique de renforcement de la mobilisation, les transporteurs ont aussi saisi leur instance nationale. Une délégation est attendue à Ziguinchor dans les prochaines heures pour une réunion de crise. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le nœud du problème s'appelle Machallah Transport et d'ailleurs les responsables de la dite société ont été reçus par le ministre en charge du secteur, audience donc au lendemain des manifestations de Ziguinchor. Ourey Thiam, un des responsables de cette société de transport. Nous avons vu hier que un de nos bus a été caillassé à Ziguinchor par les gens de la gare routière, ce que nous déplorons fortement parce que pour nous aujourd'hui le secteur du transport ne doit pas être régi par le grand banditisme, mais il y a une réglementation à respecter et malheureusement ces gens-là, ils se croient shérifs sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est une voie de fait qui a été constatée et les autorités judiciaires ont pris le dossier en main pour faire le nécessaire. Aujourd'hui, certains ont été arrêtés et nous également, nous nous réservons le droit de porter plainte parce que tout simplement, nous avons été agressés sur notre site qui se trouve à 8 km de la gare routière de Ziguinchor. Nous n'avons aucun contact avec la gare routière. Ils n'avaient pas à se déplacer pour venir nous agresser, immobiliser nos bus, faire des blocus, également voler notre matériel, agresser notre personnel ainsi que nos clients et en plus, devant le commissaire et ses éléments, casser nos bus. Donc aujourd'hui, et heureusement que les autorités ont pris le dossier à bras le corps, des arrestations ont été
effectué et le ministre des Transports nous a reçus pour nous manifester son soutien et sa compassion. Nous ne comptons pas céder à la menace et nous ne comptons pas céder également au harcèlement. Ourey Cham, un des responsables de la société Machallah Transport. En plus bref, 3 gendarmes identifiés ont été impliqués dans un incident. Cela fait suite à la découverte hier par le haut commandement de la gendarmerie d'une vidéo devenue virale. Il s'agit d'un incident opposant des gendarmes en police de la circulation à des automobilistes étrangers dans le département de Saint-Louis. Une enquête a été aussitôt ouverte pour situer les responsabilités et selon toujours le communiqué parvenu à RFM, le comportement et les paroles des mises en cause sont d'ores et déjà répréhensibles et aux antipodes des règles d'éthique et de déontologie professionnelle qui guident l'action de la gendarmerie. Des sanctions sévères et exemplaires sont prévues si les faits sont avérés. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'hôpital Aristide Le Dantec sera livré en 2026 si toutes les conditions sont réunies. Les grosses œuvres sont presque bouclées. Ils sont exécutés à plus de 90% selon le Fonds souverain d'investissement stratégique. La formation du personnel est un point capital. Il faudra s'adapter à la nouvelle infrastructure pour une reprise rapide des activités. Awambaye. Sur l'état d'avancement des travaux de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, la directrice de projet au Fonds 6 parle de 90% de taux d'exécution. Seynabou Bey donne tous les détails du chantier. Aujourd'hui, au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, nous sommes sur un taux d'avancement pour le gros œuvre à plus de 90%. Ce qui veut dire que le gros œuvre est presque terminé, sauf en tout cas des réserves aujourd'hui que le promoteur ne peut pas lever sans pour autant qu'il y ait le bureau de contrôle. Mais la partie gros œuvre est terminée aujourd'hui. Pour la partie seconde œuvre, on est aujourd'hui à hauteur de 52% de finition. Les lots techniques sont entamés, de même que la voirie et tous les lots qui vont avec aujourd'hui. Sur un taux d'avancée global de l'hôpital pour faire, on est à peu près à 56% de manière générale. Si toutes les conditions sont réunies, le nouvel hôpital sera livré en 2026, selon Seynabou Bey. On table à aller sur 2026. Sur 2026, selon bien sûr avec différents facteurs. Je ne parle pas des facteurs bloquants, ça les facteurs bloquants, parce qu'on a eu aussi des soucis par rapport à ce chantier-là, qui ont fait qu'il y a eu quand même des arrêts d'à peu près de 4 à 5 mois. C'est des facteurs qui ne dépendaient pas du Fonds 6 ni du ministère, c'était plus par rapport au changement de régime, aux finances aussi, en tout cas au Sénégal, parce qu'on connaît tous la situation actuelle du pays. Par rapport à ça, on table sur 2026. On essaie de tout faire aujourd'hui, de tout mettre en place pour qu'au moins sur le premier trimestre, qu'on puisse finaliser ce bâtiment-là et avoir un hôpital fonctionnel. La nouvelle infrastructure, un outil moderne et le personnel sera formé pour un bon usage. Une fois qu'on aura redéployé tous les moyens, on va entamer par la formation. Je dirais que la formation pourrait se faire sur le premier trimestre 2026. Si en tout cas aujourd'hui par rapport au planning qu'on a, on respecte les délais par rapport à la construction et par rapport à l'installation des équipements. Pour la première fois, on voudrait livrer au Sénégal un hôpital fonctionnel, c'est-à-dire un hôpital qu'on inaugure et le lendemain, on sait que les patients vont rentrer dedans. C'est le Polymètre, le pôle d'infrastructure médicale, une filiale du Fonds 6 qui pilote la construction de l'hôpital Aristide Le Dantec qui va avoir une capacité d'accueil de 660 lits. Le coût de l'ouvrage est de 92 milliards de francs CFA. Midi 10 minutes, éducation à présent, et c'est pour parler de la situation alarmante des enseignants mis en position de stage. Depuis plusieurs années, certains demandent le reclassement malgré la signature de 21 arrêtés pour plus de 2400 enseignants. Plusieurs autres attendent encore. Ils dénoncent ces lenteurs qui persistent au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Babacar Koté, le coordinateur du collectif de certains enseignants diplômés mis en position de stage avec Koumba Sandiane Faye. Le comportement de l'État du Sénégal, devenu monnaie courante depuis maintenant 12 ans, fait attendre les enseignants 8 ans, 7 ans, 6 ans, voire 5 ans au moins avant de les reclasser. C'est inadmissible. Cette fois-ci, ça ne passera pas avec cette génération d'enseignants qui venaient de déposer leur dossier il y a 3 mois seulement. Depuis 3 mois, nous n'avons pas eu de projet. Nos dossiers sont campés au ministère de l'Éducation qui n'a pas encore transféré les dossiers à la fonction publique. Qu'attend le ministère de l'Éducation nationale? Et nous interpellons monsieur le ministre Moustapha Guirassy, qui a fait un bon acte ces temps-ci en publiant 2000 actes des enseignants de l'élémentaire, mais il oublie qu'il y a des dossiers qui sont dans son ministère injoignables pour être transférés à la fonction publique pour obtenir nos projets. Mais pourquoi l'État a fait de ce reclassement-là maintenant une arme de guerre contre les enseignants? Pourquoi? Il faut que ça cesse. Nous ne pouvons pas continuer à cautionner cela.
Et ça ne passera pas cette fois-ci. Nous passerons par tous les moyens, en tout cas pour nous défendre et pour réclamer nos droits. La colère des enseignants mis en position de stage. Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, il dit avoir constaté des dérives et abus dans l'utilisation du fonds d'appui à la stabilisation de l'élevage. Malgré les fortes sommes injectées dans le secteur, particulièrement dans l'aviculture, les acteurs continuent de faire face à plusieurs problèmes. Selon le ministre qui soutient que des réformes s'imposent, Mabouba Diagne, qui présidait une rencontre en ce sens à Sali, a fait part de sa disponibilité à accompagner les acteurs. Le voici au micro d'RFM Bourg de Ndeye Mati Dieng. FONSTAB, certes, a fait des choses qui ont relativement bien marché, mais nous avons aussi des défis encore à relever. FONSTAB doit corriger et doit travailler, à mon humble avis, d'une manière relativement plus rapprochée avec les acteurs de la filière, les éleveurs, écouter les éleveurs, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Les produits qui ont été déployés pour accompagner le financement de l'élevage, et à mon humble avis, il y a beaucoup de choses à corriger. Peut-être arrêter de faire du FONSTAB un fonds perdu. Nous ne devons plus offrir de l'argent gratuitement avec le FONSTAB. Certes, on peut faire des prêts concessionnaires, des garanties, utiliser le FONSTAB comme effet de levier pour booster davantage le financement de l'élevage au Sénégal. Et j'ai l'intime conviction, avec les avis partagés de tous ces techniciens que nous avons aujourd'hui dans la salle, la persévérance et la motivation des éleveurs, je n'ai aucun doute que ça va marcher. En tout cas, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, nous vous félicitons pour ce que vous êtes en train de faire. Et sachez que le Premier ministre et tout le gouvernement, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, on va vous accompagner. La déclaration de Kaolack résume les problèmes, les challenges, les défis, les attentes des éleveurs, et FONSTAB doit être l'un des moteurs de croissance, l'un des moteurs pour atteindre nos objectifs, tels que décrits par les éleveurs dans la déclaration de Kaolack. Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire. Je vous l'annonçais en titre, la gestion du fonds Force Covid-19 mise en accusation d'anciens ministres. L'Assemblée nationale déclenche plutôt la procédure. Le bureau du Parlement et la conférence des présidents se réunissent depuis ce matin pour fixer l'agenda de la plénière de mise en accusation des ministres incriminés. Mais comment se déroulent les choses? De la procédure de mise en accusation à la barre de la Haute Cour de justice, Mohamed Ali Moubar retrace le parcours des dossiers. Pour qu'un ministre soit jugé, il faut une décision formelle de l'Assemblée nationale à la majorité des 3/5, soit 99 députés. Disposant de 130 sièges à l'Assemblée sur les 165, le parti au pouvoir PASTEF peut facilement passer cette étape. Visiblement, c'est ce qui se profile à l'horizon. Une fois la mise en accusation votée, le dossier est transmis à la Haute Cour de justice. C'est alors là que les magistrats entrent en scène pour instruire les dossiers. Ils procèdent pour ce faire à des enquêtes, des auditions ou encore des réquisitions. Et le juge a la possibilité de placer les mises en cause sous mandat de dépôt tout en continuant ses investigations. Les magistrats ont le choix entre renvoyer le dossier devant la juridiction de jugement ou prononcer un non-lieu. Mais s'il y a matière à poursuivre, le dossier est alors renvoyé donc devant la Haute Cour de justice qui statue en audience publique selon une procédure similaire à celle d'un procès pénal. Les juges peuvent prononcer des peines allant de la destitution à l'emprisonnement. La Haute Cour de justice est une institution prévue, mais elle est quasiment inactive depuis l'indépendance, considérée comme une juridiction politique. Utilisée en 1963 pour faire condamner Mamadou Dia pour tentative de coup d'État dans son conflit qu'il a opposé à Léopold Sédar Senghor. Les observateurs y ont vu un procès politique. En 2005, Rebolote, Idrissa Seck en bisbille avec Abdoulaye Wade, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de détournement de deniers publics dans le cadre des chantiers de Thiès. Il fera la prison mais finira par obtenir un non-lieu total. 20 ans après donc, PASTEF suit les pas de Léopold Sédar Senghor ou encore de Abdoulaye Wade pour mettre en branle la Haute Cour de justice, cette fois contre Mansour Faye, Moustapha Diop, entre autres, tous des membres de l'opposition sénégalaise. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. La suite du journal avec ce cri du cœur des populations de Sonkokunda, un gros village situé dans la commune de Sansamba, dans le département de Sédhiou. Ces populations disent être confrontées à un manque sérieux d'infrastructures sociales de base. Bakary Konté.
Accéder à Sonkokunda relève d'un véritable parcours du combattant. Toutes les routes et pistes de production qui mènent dans ce village sont impraticables. Les populations réclament la construction des routes et des pistes de production. Aladji Diané, habitant de Sonkokunda, porte-parole des populations. Le bitumage de la route qui relie Diaroumé de Kamoya pour la mettre en goudron, et aussi la population veut que les latérites qui ont quitté Diafilon puissent arriver jusqu'au niveau de l'embarcadère. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau potable. On a besoin d'électrification parce que sans électrification, la population est exposée, surtout au vol de bétail et à tant d'autres choses. Et en dehors de ça aussi, la population a besoin d'eau potable. Les femmes sont obligées tôt le matin pour aller faire la queue au niveau des puits. D'autres même peuvent faire plus de 500 mètres, voire même 1 kilomètre pour uniquement aller chercher de l'eau qu'on peut boire. Inauguré depuis le 18 janvier dernier, le poste de santé n'est pas jusque-là fonctionnel. L'État nous a construit sur un poste de santé. Le poste n'est pas encore fonctionnel. Nous demandons aussi au district sanitaire de Sédhiou de nous aider afin d'envoyer un agent assermenté pour pouvoir commencer le travail et de soulager la population de la zone. Pour éviter les accidents et les abandons scolaires, Sonkokunda réclame aussi. On demande aussi à l'État du Sénégal d'aider la population de Sonkokunda à clôturer cette école élémentaire qui accueille plus de 300 enfants. Nous demandons solennellement à l'État du Sénégal de nous aider à implanter un CEM dans cette localité. Ces populations de Sonkokunda dans la commune de Sansamba demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide dans les plus brefs délais. Elles se sont exprimées en marge du Gamo annuel du village. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Bambey tient désormais son préfet après 3 mois de vacances. Christian Bertrand Johnson Diatta a été installé hier et parmi ses priorités figure la question de l'hydraulique rurale et l'achèvement des projets de l'État dans le département. Babacar Diouf. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de préfet du département de Bambey. Monsieur Ibrahima Fall, gouverneur de région, installe ainsi Monsieur Christian Bertrand Johnson Trubus Diatta, préfet du département de Bambey. Un homme du Sérail, aux commandes du département, décline ses priorités. Les projets de l'État qui sont en cours d'exécution, je vais me lancer dans la continuité pour que ça soit une exécution réussie et aboutie. Il y a des questions liées à l'approvisionnement en eau potable dans le département avec beaucoup de problèmes, on a dit. Je ne dis pas c'est d'une baguette magique qu'on va régler ce problème. Il remplace ainsi Ndeye Aïssatou Tabara Touré-Ba qui sort avec le sentiment du devoir bien accompli. De Keur Sambakan à Ngoy et de Tchahar à Refan. Je crois que toutes les entreprises que nous avons eu vraiment à confronter dans nos missions, je les ai réussies avec cette même communauté. La cérémonie de passation de service entre les deux administrateurs civils s'est tenue en présence de beaucoup d'autorités, dont le recteur de l'université Alioune Diop, le maire de Bambey et de la déléguée générale de la DRFJ. Bambey. RFM Babacar Diouf. Mbewan, dans la commune de Ndiayen Sirah, là-bas les femmes qui parcouraient des kilomètres pour se faire soigner se réjouissent du concept santé participatif lancé par l'OMS. Les natifs du village se mobilisent en faisant de ce concept leur affaire. Un d'eux a d'ailleurs équipé le poste de santé de la localité. Ajouté à cela l'annonce d'Amadou Bad numéro 2, le député de PASTEF. Il a informé les populations du démarrage des travaux imminents, des travaux de la route Ndiayen-Sirah, Ndiaganiao, Cheikh Anta Diop. Les populations de Mbewan dans la commune de Ndiayen-Sirah dans le département de Thiès sont très contentes. Elles disposent enfin d'un poste de santé. Ces populations parcouraient des kilomètres pour se faire soigner. Babacar Seck, le sous-préfet de Thiénaba. Mais un lieu de soulagement et d'espoir pour des milliers de nos concitoyens qui, jusqu'ici, ont dû parcourir de longues distances pour recevoir des soins de santé de base. L'accès aux soins de santé primaire est un droit fondamental. C'est dans ce cadre qu'il faut également inscrire cette belle réalisation faite avec toutes les communautés par le bienfaiteur M. Mamadou Kan Tchao, qui a bien compris que l'État, je le félicite pour avoir bien voulu traduire en acte
la volonté de l'État du Sénégal dans le domaine de la santé. Le député Pastef du département de Thiès, Amadou Ba, a vivement salué cette action de haute portée sociale avant d'appeler les autorités à désenclaver cette localité pour alléger la souffrance des populations confrontées à des problèmes de mobilité. Les populations de Ndiayène Sirakh ont de réelles difficultés pour se déplacer. La construction de cette route va certainement alléger les souffrances des habitants de cette localité. D'ailleurs, le ministre des Infrastructures a promis prochainement de démarrer les travaux de cette route, surtout l'axe Tasset-Khombol-Ndiaganiao. Ndiayène Sirakh, située dans le département de Thiès, est à 7 km de Khombol. Cette commune rurale est très pauvre en matière d'infrastructures routières. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Les réactions se poursuivent au lendemain du décès du pape François, l'ancien directeur général de la police nationale et ancien ambassadeur du Sénégal au Vatican, qui témoigne des qualités du souverain pontife. Selon Léopold Diouf, qui raconte la rencontre entre le pape et Serigne Mor Mbacké, le Saint-Père était un vrai militant du dialogue interreligieux. Le pape François était très jovial, il était très affable. Sa simplicité et son humilité. Alors, pour cela d'ailleurs, il a marqué le Saint-Siège parce qu'il a fait beaucoup de réformes. Il a commencé d'abord par lui-même. Le pape François c'est un humaniste, c'est un pacifiste aussi. Il a développé aussi et confirmé l'option du dialogue interreligieux. En ce qui concerne maintenant le Sénégal, que j'ai eu l'honneur de représenter, lorsque j'ai été nommé ambassadeur, j'ai reçu la visite de Serigne Mor Mbacké, qui souvent fait des tournées dans la diaspora pour rencontrer les talibés. Et il m'avait dit son intention de vouloir rencontrer le pape. Il comptait sur moi pour qu'il puisse le rencontrer. Et en effet, j'ai fait en sorte que le pape François le reçoive en audience générale, pas en audience privée. Et c'est à cette occasion qu'il a reçu Serigne Mor Mbacké. C'est une visite qu'on avait bien organisée parce que Serigne Mor Mbacké a eu des honneurs qu'aucun autre chef religieux non chrétien, à part l'imam d'Al-Azhar, mais lui il le recevait surtout en audience privée parce que c'était son ami personnel. Mais à part cela, personne auparavant, en tout cas de ma connaissance, parmi les chefs religieux non chrétiens, n'a eu autant d'honneurs parce qu'on l'a mis en première loge et ce jour-là, il a offert en cadeau la maquette de l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. Et dans cette maquette, il était inscrit le poème que Serigne Touba a dédié à la Vierge Marie. D'abord en arabe, ensuite en italien. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord, où des corps sans vie ont été découverts près du camp militaire de Kouala, dans la région de Koulikoro. Plusieurs dizaines de corps dans un état de décomposition avancé qui empêche leur identification. Ces corps ont été découverts par des personnes à la recherche de leurs proches arrêtés la semaine dernière par l'armée malienne et les paramilitaires de Wagner. Plusieurs sources confirment cette découverte. Pour l'instant, aucune incertitude sur le nombre exact de corps retrouvés ni sur leur identité. Pour un témoin, difficile de les identifier à cause de l'état de décomposition très avancé des corps. Selon un témoin, sur certains d'entre eux, il ne reste que la peau et les os. Quand il ne s'agit pas de simples squelettes, seuls les vêtements peuvent éventuellement permettre une identification. Ce même témoin raconte aussi que la frayeur, ce même témoin estime qu'il faisait nuit, qu'ils étaient encore très proches du camp militaire, ayant fait vite de fuir, de peur d'être vus. D'autres témoins, à la recherche de leurs proches, confient que depuis des jours, ils sont à la recherche soit de leurs frères ou de leurs cousins arrêtés par l'armée et Wagner à Sebabougou. En Côte d'Ivoire voisine, plus de 10 enfants ont péri sur la lagune près d'Abidjan dans une embarcation de fortune à Abidjan le jour de Pâques et la nuit dernière dans la ville de Boudiali. 15 morts en 48 heures. 12 enfants sont morts noyés lundi soir à Abidjan après le chavirement d'une pirogue dans la lagune à Tiaa, village situé à 60 km d'Abidjan. Ils participaient à une sortie organisée par une église à l'occasion de la Pâques. Selon le communiqué du ministre des Sports et du cadre de vie, les 12 corps, dont des enfants et des adolescents, ont été repêchés et évacués à la morgue
4 adultes ont été secourus, a-t-il indiqué. Il explique que des jeunes du village de Tiaa se sont rendus à celui de Kaka pour la Galilée, une fête chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. Selon le chef du district de police de Dabou, contacté par l'AFP, le drame s'est produit sur le chemin du retour. Le moteur de la pirogue s'étant arrêté, la pirogue a chaviré. La piste de surcharge de l'embarcation n'est pas à exclure, a ajouté Gérard Bateau, précisant que ce mode de transport est fréquemment utilisé par les communautés de la région. Alors que les familles endeuilleuses sont encore sous le choc, un autre drame s'est produit dans la nuit du mardi 22 avril au mercredi 23 avril 2025 à Boundiali, dans le nord du pays, où sous une pluie battante, 6 enfants ont cherché à s'abriter sous un manguier, mais la foudre imprévisible et violente a frappé de plein fouet l'arbre sous lequel ils s'étaient réfugiés. 3 des 6 enfants n'ont pas survécu à l'impact. Les survivants ont été rapidement pris en charge par les secours et transportés en soins intensifs. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Georges Détié, nous restons justement en Côte d'Ivoire où Tidjane Thiam, radié de la liste électorale par la justice, sont partis rues dans les brancards. Le PDCI dénonce une stratégie savamment orchestrée par le régime pour mettre le parti sous tutelle. Le vieux parti demande à ses militants de rester mobilisés pour la suite des événements. Le secrétaire exécutif du PDCI, Sylvestre Emou, propos recueillis par Gobia Yabi. Cette décision révoltante de radiation de la liste électorale du président Tidjane Thiam est la preuve évidente de l'instrumentalisation de la justice par le régime au pouvoir dans notre pays. Elle traduit la volonté de ce pouvoir d'exclure le candidat du PDCI RDA, candidat majeur de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Le PDCI RDA dénonce cette décision purement politique qui menace gravement la démocratie et les libertés en Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait d'une stratégie savamment orchestrée de mise sous tutelle du PDCI RDA en vue de sa liquidation. Le PDCI RDA condamne fermement cette décision inique et inacceptable qui constitue un recul intolérable de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA réaffirme son soutien inconditionnel au président Tidjane Thiam, candidat officiel du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI RDA prend à témoin la communauté nationale et internationale sur les risques graves d'instabilité et de menaces sur la paix qu'une telle décision fait courir à la nation ivoirienne. Le PDCI RDA appelle tous les militants et sympathisants, ainsi que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, épris de paix et soucieux de la démocratie et de l'état de droit, à rester mobilisés et en alerte pour défendre les droits et les libertés démocratiques dans notre pays. Au Ghana, le président John Dramani Mahama a suspendu la présidente de la Cour suprême. La décision intervient après qu'une enquête préliminaire qui a révélé des motifs suffisants pour ouvrir une enquête sur sa conduite a été ouverte. Elle fait suite à 3 pétitions demandant sa révocation. Elle a été prise en consultation avec le Conseil d'État. Gertrude Torkono, un comité de 5 membres a été formé pour poursuivre l'enquête. Gertrude Torkono donc restera suspendue jusqu'à ce que le comité ait terminé son enquête. Elle occupait le poste depuis juin 2023. La dépouille du pape François transférée à la basilique Saint-Pierre, des milliers de fidèles étaient présents, place Saint-Pierre donc, pour observer la procession accompagnant le cercueil, lequel est exposé à la vénération de Pierre. Les obsèques du 266e pape de l'Église sont prévues samedi prochain, place Saint-Pierre, avant son inhumation à la basilique Sainte-Marie Majeure. Le cercueil sera refermé la veille vendredi 25 au soir. Le pape François est décédé lundi à l'âge de 88 ans. Et les réactions qui se poursuivent à travers le monde suite à ce décès du pape François. Georges Détié Diop, merci. Vous avez entendu tout à l'heure la réaction de Léopold Diouf, ancien directeur général de la police nationale, mais également ancien ambassadeur du Sénégal au Vatican. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. C'est aujourd'hui la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Alors, point de vue autour de cette interrogation. Faut-il une nouvelle politique du livre au Sénégal? Élément de réponse avec Mamadou Caster Camara. Il est écrivain, lecteur, correcteur et traducteur. Et Babacar Sadio, Babacar Kordio Ndiaye, journaliste culturel et critique littéraire.
RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. La Ligue 1 d'abord, début de la 20e journée cet après-midi. Avec cette affiche phare dans la vieille ville à Teungueth où Teungueth FC reçoit AGEL de Rufisque, c'est l'effervescence dans les rues de Rufisque, du bleu et jaune d'un côté, du rouge et blanc de l'autre. L'on se mobilise pour remplir les gradins du stade Ngalandou Diouf. On promet un beau spectacle dans les gradins et sur la pelouse. Nous avons joint ce matin les responsables des équipes pour savoir comment ils ont préparé cette rencontre. D'abord du côté de AGEL qui est 4e au classement avec Papi Michel, responsable du comité exécutif, qui dit que la mobilisation a été faite, l'équipe veut les 3 points de la victoire. Nous l'écoutons. C'est un match comme tous les matchs. Un match derby, c'est un match, mais on le gagne, donc dans le fair play. Donc Teungueth et AGEL de Rufisque, nous tous sommes des fils de Rufisque, donc on n'a pas besoin de faire de histoire ou n'importe quoi sur ce derby. Donc c'est un derby rufisquois. Donc nous, on est en 4e position. On veut prendre la première position ou la 2e position. Donc on a besoin de 3 points aujourd'hui face à Teungueth FC. Donc on appelle tous les Rufisquois pour venir nous soutenir et gagner le match sur fair play. Donc voilà ce qu'on a voulu aujourd'hui au stade Ngalandou Diouf. Le fair play. Et c'est Rufisque qui gagne. Donc pour Teungueth FC, donc il est dans le maintien. Donc c'est une équipe qui maintient le championnat. Donc on prie que aussi il reste en maintien. Donc parce que c'est Rufisque, on prie que tous les 2 équipes rufisquoises restent en Ligue 1. Donc mais aujourd'hui on va les gagner et les autres matchs, on prie que eux aussi ils puissent gagner leurs matchs. Mais pour aujourd'hui, on prie qu'on les gagne. Donc, pour montrer que c'est Rufisque. On a déjà joué en championnat, les phases aller, on a fait match nul. Donc, on a joué aussi en coupe. On les a gagnés 2-1. Eux aussi, ils nous ont gagné en coupe 1-0. Donc, aujourd'hui, on prie qu'on les gagne. Donc, on les souhaite bonne chance pour le reste du championnat pour qu'ils puissent maintenir. Du côté de Teungueth FC, c'est un autre Papi, Diop, cette fois-ci, son nom de famille, qui répond au responsable de AGEL. L'on se mobilise pour les 3 points puisque Teungueth FC est actuellement 12e au classement. Papi Diop, que nous écoutons. On a bien préparé le match, vu que c'est un match très important pour le Teungueth Football Club. On est actuellement 12e du classement et à 2 points du relégable. Donc c'est un match qui va être difficile, mais Inch'Allah, on vous donne rendez-vous à 17h au stade Ngalandou Diouf. On verra un autre Teungueth Football Club, Inch'Allah. Et aussi, on lance un appel aux supporters des 2 équipes de venir en masse, supporter leur équipe et que le meilleur gagne. On est tous des Rufisquois. Que la fête soit belle, Inch'Allah. Dans les autres rencontres, HLM jouera contre l'équipe de Sonacos, Diamono Fatick face à l'US Gorée. Génération Foot défie l'équipe de Sportif de Ouakam. La suite est prévue demain au classement. Le Jaraaf est leader, 36 points, suivi de l'US Gorée et de Walidane. On joue également en Europe, Malal. On joue en Europe, en Angleterre, avec la 34e journée Arsenal face à l'équipe de Crystal Palace. En Italie, on joue la demi-finale retour entre l'Inter de Milan et l'AC Milan. Ce sera tout à l'heure. Le classement du championnat et le programme pour la 33e journée. Torino face à Udinese, la Juve défie Parme, Genoa joue contre Lazio Rome, Cagliari défie la Fiorentina. En Espagne, après la victoire hier du FC Barcelone, le Real condamné à gagner ou à laisser filer le titre. Les Madrilènes se déplacent sur la pelouse de Retafe au moment où Celta Vigo fera face à Villarreal. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. La presse ou les quotidiens de ce mercredi sur la mise en accusation avec l'Assemblée nationale qui a déclenché la procédure. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Acte 1 de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale ouvre les hostilités ce matin même, écrit l'AS. Le bureau de la conférence des présidents est convoqué aujourd'hui pour enclencher la procédure. Un premier lot de ministres dans les coulisses, précise le journal Les Échos. Pour Direct News, les choses s'emballent. Qui sont ces ministres visés justement? Il s'agit de Mansour Faye et de Moustapha Diop. Ils vont être les premiers à passer devant la Haute Cour de justice, informe le journal L'Observateur. Dans la foulée, deuxième réunion est prévue avec la conférence des présidents afin de fixer le calendrier des travaux parlementaires relatifs à l'examen de ces dossiers. Mansour Faye rejette en bloc en tout cas les accusations de surfacturation présumée. Il prend la défense de son ex-DAGE et se justifie dans le journal Source A. Moussa Diakhaté
raté de l'opposition toujours pointe une volonté d'humilier un homme. Mansour Faye, commentaire de sucré salé. Le dossier du riz Covid-19 va être cuisiné dans les prochains jours dans les grandes largeurs. Il y a les DAGE qui passent un sale temps ainsi que les comptables matières. C'est le moment des adjudicataires des marchés qui vont être passés au laser des enquêteurs ainsi que les 5 ministres dont les dossiers sont en train d'être épluchés au niveau du parquet général et de ses démembrements. On va vider les sacs de riz dans leur intégralité, note encore le confrère. Justice toujours et reddition des comptes au pôle judiciaire financier. L'observateur relève que le DAF et de l'ANAMO a été envoyé en prison. Les fournisseurs cautionnent plus d'un demi-milliard de francs CFA. 3 autres prévenus font l'objet d'un retour de parquet. Thierno Alassane Sall à pieds joints dans le plat de Diomaye Sonko, planchant sur les difficultés économiques que traverse le pays. Au cours d'une conférence presse qu'il a animée, Thierno Alassane Sall démolit le projet, constate Walfatri que du verbiage. L'économie est à l'arrêt, partout on souffre. Les entreprises ne tournent presque plus. À la CDE, les travailleurs sont restés 3 mois sans salaire. À la CSE, ce sont 650 personnes qui ont été licenciées. Thierno Alassane Sall, qui qualifie la situation d'alarmante, soutient que FH Sénégal vivote, obligé de faire des appels de fonds vers la France pour payer son personnel. Dans le journal Enquête, Thierno Alassane Sall fait le procès du régime et taxe Diomaye Sonko d'incompétents, bavards et méchants, complète le quotidien selon Thierno Alassane Sall. Tribune note que Thierno, en tout cas, réclame son débat avec Ousmane Sonko sur les ressources naturelles. Il l'invite à ne pas fuir. Titre du journal Les Échos, Thierno Alassane Sall défie encore Ousmane Sonko. Pastef annonce la réplique aujourd'hui selon Walfadri. À la une du journal Enquête, le Front social et l'Institut de technologie alimentaire, à colère et malaise dans les rangs, des accusations contre le DG de copinage de blocage des activités de recherche. Les travailleurs dénoncent une gouvernance pire que l'ancienne. On appelle à une réforme urgente de la gouvernance et au respect des engagements sociaux lancés par les travailleurs. Dans le journal Le Soleil, sous-dossier sur les internes des hôpitaux, précarité chronique, constate le confrère, surcharge de travail, bas salaire, émigration des talents à l'université de Dakar, des étudiants entre rêve et appréhension. Et puis la présidentielle ivoirienne, Tidjane Thiam out, le chef du principal parti de l'opposition en Côte d'Ivoire, rayé des listes électorales par la justice pour double nationalité. Pour la prochaine présidentielle, donc, il ne sera pas candidat. Écarté, Rewmi Quotidien note que Tidjane Thiam et Karim Wade ont finalement le même destin. Pour là, c'est de la manigance politique. Ouattara joue avec des allumettes, constate Enquête. Il réveille les démons de la division. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue. Je vous l'annonçais, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée ce 23 avril. Alors, question, faut-il une nouvelle politique du livre au Sénégal? Élément de réponse, nous sommes en ligne avec Mamadou Caster Camara. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, lecteur, correcteur, mais également traducteur. Notre deuxième intervenant, Babacar Kordjo Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culturel et critique littéraire. D'abord, la première question à Mamadou Caster Camara. Monsieur Camara, aujourd'hui, donc, on célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, ce 23 avril. Alors, d'abord, la première question, est-ce qu'il y a réellement une baisse d'intérêt pour la littérature, entre le livre, au Sénégal? Oui, on peut le dire dans une certaine mesure, parce qu'on devait dépasser ce stade-là. Donc, il nous faudra quand même travailler davantage pour améliorer les choses. D'accord. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il explique? Oui, c'est bon. Ce qu'il explique, c'est bon, le manque d'intérêt. Le manque d'intérêt, parce que je ne peux pas dire qu'on ne lit pas. Il y a des gens qui lisent et tout ça, mais on devait lire davantage. Vraiment, quand même, mieux considérer le livre, parce que comme le disait Cheikh Anta, Tere Tudul Tere, Tere le Tudul. Donc,
c'est vous dire l'importance du livre et de la lecture dans une société. Oui. Avec la lecture, on apprend mieux. Quand je dis ça, je m'adresse un peu à la jeunesse. On a vu que les jeunes n'ont plus cet engouement-là envers le livre. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est lié aux nouvelles technologies? C'est quoi, au fait? Oui, vous avez parfaitement raison. C'est surtout dû aux nouvelles technologies, quoi. Parce que bon nombre de jeunes délaissent le livre papier pour se tourner vers les nouvelles technologies. Et vraiment, il faut savoir se contrôler, quoi. Il ne faudrait pas négliger le livre papier. Parce qu'avant le livre numérique, il y avait le livre papier. Voilà. Les jeunes ont une certaine paresse à ouvrir les pages d'un livre, voyez-vous. Parce que le livre nous parle. Parce que le livre aussi a son double astral. Et ce contact direct avec le livre physique est très important. Voilà, qui est très important. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, depuis mon enfance, j'ai aimé les livres. J'ai toujours aimé tenir le livre entre mes mains, le livre papier entre mes mains, sentir son odeur. Je pense qu'il n'y a rien de tel que ça. D'accord. Il est vrai que, bon, bien que assez âgé, quand même, je me tourne souvent vers le livre numérique parce que pour me rattraper, pour revenir aux classiques, par exemple Victor Hugo, Balzac et autres, je lis souvent les livres numériques qui sont tombés dans le domaine public. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Kamara. M. Ndiaye, Babacar Kordio, c'est vrai que M. Kamara l'a souligné tout à l'heure, mais est-ce que le livre et le numérique peuvent s'unir pour réinventer un peu le plaisir de lire? Justement, vous l'avez, comme M. Kamara l'a dit, en fait, à l'ère du numérique, le livre ne s'éteint pas, il se réinvente. Si les supports digitaux bousculent les habitudes de lecture, il n'annonce pas la fin du livre, mais bien sa mutation. Le livre papier n'est plus seul. Il n'est plus seul. Il cohabite désormais avec le PDF, l'EPUB, le livre audio et même les formats interactifs. Et cette diversité ouvre de nouvelles portes à la lecture, la rendant plus accessible, plus mobile, parfois plus ludique. Le numérique permet certes une diffusion élargie, une publication plus rapide, et une conservation facilitée. Des plateformes comme Kindle et Wattpad permettent à des voix marginales de se faire entendre, à des lecteurs éloignés de découvrir des textes qu'ils n'auraient jamais croisés en librairie. Mais cette révolution n'est pas sans limite. Lire sur écran n'offre pas, comme M. Kamara l'a dit tout à l'heure, n'offre pas toujours la même immersion. Le lecteur, la lecture devient plus fragmentée, soumise à des sollicitations multiples du monde numérique. Quant à l'objet livre, continue de porter une charge symbolique forte. Il rassure, il se collectionne, il s'offre, il se prête, il se transmet. Donc on peut dire que le numérique n'a pas encore tué le livre. Il a fait sortir de ses pages pour mieux l'inscrire dans son temps. À nous maintenant d'accompagner ce dialogue entre les formats sans nostalgie excessive ni fascination naïve. D'accord. Mais je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la jeunesse, on note un désintérêt par rapport au livre. Est-ce que cela ne remet pas en cause le contenu? Est-ce que les auteurs ne doivent pas se réinventer, retravailler leur contenu? Par exemple, si je prends le cas des artistes, ils chantent un peu des chansons qui touchent directement les jeunes. Est-ce que les artistes aussi ne doivent pas tenir en compte cet aspect? Essayer de retravailler le contenu, s'adresser directement à la jeunesse, je veux dire, dans ce contexte. Moi je pense que la jeunesse actuellement, elle lit, les jeunes lisent. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce dialogue-là entre les formats qu'il faut accompagner. Parce que les jeunes préfèrent lire sur Kindle, sur WhatsApp, que d'ouvrir un livre. Et ça n'a rien à voir avec le contenu de nos livres, mais même les classiques qui ont un bon contenu, les grands livres que nous connaissons tous d'écrivains sénégalais et du monde entier ne se lisent plus.
actuellement, comme on lit les textes de Kindle et de WhatsApp. Voilà, donc il faut aux éditeurs de diversifier maintenant les formats, d'offrir plus d'accessibilité au contenu. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Ndiaye. Monsieur Camara, on constate un peu une faiblesse des stratégies de promotion des auteurs et de leurs œuvres. Je prends même le cas au Sénégal. Pratiquement, on a qu'une seule émission littéraire. Ça se passe à la 2STV. Est-ce que cela aussi ne participe pas un peu à décourager certains? Ah oui. Là, vous avez parfaitement raison. D'autant que, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, il n'y a pas assez d'émissions vraiment littéraires au Sénégal. Il faudrait quand même qu'on ait beaucoup plus d'émissions littéraires pour pouvoir toucher les jeunes surtout, qui se penchent très souvent sur le numérique. Mais il n'y a pas péril en la demeure. Moi, à mon âge, j'utilise le livre papier aussi bien que le livre numérique, quoi. Il faut faire la part des choses parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Alors, c'est un faux débat, quoi, à mon avis, quoi. Faux débat. Mais cela dit que les jeunes sont tellement versés dans le numérique qu'ils négligent quand même le livre papier. Vraiment, ça aussi, c'est à déplorer, quoi, à mon avis. D'accord. Mais je reste avec vous, M. Camara. Les droits d'auteur, par exemple, est-ce qu'ils sont bien défendus dans la littérature sénégalaise? Voilà, vraiment. Les droits d'auteur, on les défend, mais c'est pas suffisant, quoi. Il faut redoubler d'ardeur pour quand même mieux valoriser cette chose-là. Oui, il faut vraiment redoubler d'ardeur parce que les droits d'auteur sont très, très, très minimes. Très, très, très minimes. Parce que c'est ce qui fait qu'un écrivain ne peut pas vivre toujours de sa plume, quoi. Parce que s'il se base sur les droits d'auteur, là... le livre ne nourrit pas son homme. Oui, le livre, loin de là. Le livre ne nourrit pas du tout son homme. Parce que, quand je vois des jeunes qui se lancent dans la littérature en pensant qu'ils vont devenir riches parce qu'ils ont produit 1 ou 2 ouvrages, là, ils se trompent. Il faut quand même avoir quand même une autre occupation que le livre, qui puisse quand même être rentabilisé. Et puis, avec le livre aussi, il y a des opportunités. Il y a des opportunités, même si ça ne dit pas tellement son nom, mais ça ouvre beaucoup de perspectives. On peut voyager, on peut quand même remporter un prix et tout ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Camara. J'aimerais juste vous entendre par rapport à l'accès, parce que dans certaines localités du pays, parfois les livres ne sont pas aussi accessibles. Ça, il faut le reconnaître. Ah oui, cet état de fait est déplorable. Mais surtout, moi je pense... aux jeunes de nos régions qui n'ont pas vraiment... le livre coûte cher, il faut le reconnaître. Le livre coûte cher et vraiment, ces jeunes-là voudraient bien lire, mais ils n'ont pas toujours l'occasion de le faire. Donc, il faudrait quand même penser à eux en créant des bibliothèques itinérantes, tout ça, pour aller de village en village pour donner des livres. Moi, je donne beaucoup de livres à des bibliothèques des régions. Souvent, je prends l'excès de livres que j'ai et puis j'essaie de les aider, quoi. C'est une bonne initiative. Merci beaucoup, M. Camara. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. M. Ndiaye, je termine avec vous. On va vers un forum national sur le livre et la lecture. Le président de la République, d'ailleurs, souhaite qu'il soit organisé d'ici fin juin. Alors, quels sont, selon vous, les points cruciaux à aborder durant ce forum? Par exemple, on peut citer le fonds d'aide à l'édition, doit-il être tout simplement réformé ou restructuré? Oui, exactement. Nous allons vers fin juin, vers le forum du livre et de la lecture. En fait,
ça doit être un prétexte pour voir comment rendre le livre accessible au Sénégal. Bon, actuellement, on ne peut pas dire que rien n'est fait, mais il y a quand même des initiatives à saluer. Pour que le livre soit accessible, il faut qu'il soit disponible partout et à moindre coût. C'est ça. Il faut qu'il coûte moins cher, mais qu'il soit disponible aussi partout. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des plaques, des centres de lecture et d'animation culturelle dans tous les départements du Sénégal. Ce serait bien d'alimenter ces bibliothèques-là, de rendre les livres, disons, gratuits au niveau des plaques et d'inciter les jeunes à fréquenter ces centres-là. Ça peut aider à rendre accessible, à donner le goût de la lecture aux jeunes. Voilà. Et le fonds d'aide, c'est aussi l'occasion de revoir le fonds d'aide à l'édition, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de maisons d'édition au Sénégal, et il y en a qui ont accès à ce fonds et d'autres pas, et qui s'en plaignent, et voir comment démocratiser ça. Je sais que au niveau de la direction du livre et de la promotion de la lecture, le directeur est en train de faire tout son possible pour rendre plus accessible ce fonds aux éditeurs. Et je pense que ce fonds seulement ne suffit pas, mais il faut que les éditeurs aussi s'y mettent, qui respectent les contrats signés avec les auteurs et favorisent aussi la promotion des œuvres. Parce qu'ils publient seulement pour publier. Après, il n'y a pas une promotion derrière la publication. Et là, ça fausse le débat. De préserver D'accord. Merci beaucoup, Babacar Kordiendiaï, journaliste culturel et critique littéraire. Merci également à Mamadou Caster Camara, écrivain, lecteur, correcteur, traducteur. On va poursuivre le débat tout à l'heure dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Boubacar Nia. Il est déjà de l'autre côté. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Gomis en nom de Kaderlo, Abdul Khad, réalisation Anna Rocha. Dans moins de 7 minutes, notre journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.